je passe de combien coûte cette cascade à combien coûte ma vie, bah c'est pas la même réflexion du coup que tu te fais. Là j'ai senti un vrai danger et j'ai dit bah là va falloir trouver une solution quoi. Tu leur as dit quoi concrètement? Bah j'ai demandé beaucoup d'argent. C'est une vidéo qui a tout déclenché, c'est ça? C'est une vidéo qui a tout déclenché, ouais, qui s'appelle One Out of Billion Girls. Et là, t'as des mecs qui t'appellent, mais ouais. Genre de Hollywood, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu imagines, à 20 ans, tu gagnes 30 000 € en 2 mois. Je me sentais plus pissée, quoi. Je me suis acheté une moto, des vélos, j'ai acheté trop de trucs et tout. Pause. Il faut que je t'explique. Autosphère, c'est le partenaire de notre émission pour qu'on puisse se concentrer à fond sur la réalisation de nouveaux épisodes de dingue. Et si je te dis qu'il y a de fortes chances que tu aies une concession à moins de 30 minutes de chez toi. Autosphère, c'est le distributeur qui vend le plus de voitures en France, avec 250 concessions de Dacia à Maserati réparties sur l'ensemble du territoire. Rien de plus simple si tu souhaites acheter, vendre ou entretenir ta voiture. Il t'accompagne et te conseille pour tout ce qui concerne ta voiture, que tu achètes une voiture neuve, d'occasion, avec un financement ou en reprenant ton véhicule actuel, et même pour son entretien. Alors fonce sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services et leur stock de véhicules, tu trouveras forcément la voiture qui te correspond. Si tu cherches la voiture qui te fera vivre autant d'histoires et d'émotions que celle de mes invités, direction Autosphère. Salut Sarah. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Ben la même, plaisir partagé. On est chez toi, en Champagne, dans ton garage. Oui. Entouré de tes petites merveilles. J'aimerais bien que ce soit dans mon salon, mais j'ai pas encore pu. Tu kifferais que ça soit comme ça ton salon? En vrai, ouais. Ah ouais? T'as vu comment il est en vrai mon salon? Ouais. On pourrait mettre les motos. Ah de en ouf, plus. il y aurait la place, ouais. Grave la place. Mais ça serait quand même moins sportif sur le côté de tous les jours, quoi. C'est vrai. Les amis, juste avant de commencer cet épisode, on est presque 60 000 sur YouTube. Et on vous prépare quelque chose de fou pour les 100 000 abonnés. Donc, il faut vous abonner, c'est vachement important. Allez-y, et vous n'allez pas le regretter parce qu'il y a des invités incroyables qui arrivent. Sarah, tu sais que c'est un épisode qui est vidéo et audio. Donc, je pense que la vidéo, c'est bon, les gens, ils ont tous capté qui t'étais. Mais pour la version audio, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah Lozito. Donc, Lozito, c'est mon surnom, je vais pas le raconter tout de suite, c'est long. J'ai 30 ans, je crois. Pas tout à fait dans ma tête, pas encore. Mais je suis athlète professionnelle à moto, donc spécialisée dans la cascade, la conduite de précision et tout. Donc on dit que je suis stunteuse entre guillemets. Donc c'est-à-dire que je fais du stunt, c'est faire des acrobaties avec des motos. Donc moi je le fais avec des motos sportives, des grosses motos qui marchent. Et voilà. Et tu dirais que... Parce qu'en fait, c'est quand même une vie assez particulière. Tu dirais que la moto, elle arrivait très tôt dans ta vie, que ça a toujours été comme ça et que ça explique un peu ton parcours? Ou c'est totalement arrivé par hasard, il y a rien qui t'y prédisposait à la base? Alors, je dirais pas que c'est arrivé par hasard, parce que j'ai vraiment voulu faire ça, pas à titre professionnel, mais en tout cas, quand j'étais jeune, j'ai toujours été un peu folle, casse-cou, tu vois, faire des tremplins en vélo, à tomber, me relever. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des croûtes, en tout cas, sur moi. Ça, j'ai pas eu besoin de la moto. Mais en tout cas, ma famille était pas du tout motarde, donc j'ai voulu faire de la moto en voyant des vidéos, des shows de moto, des trucs comme ça. J'ai pas forcément voulu faire du stunt au début, je voulais juste un engin pour rouler, donc j'ai pris un peu ce que j'avais, tu vois, à 14 ans, mon père il avait un quad, du coup je lui taxais son quad et c'est là que j'ai commencé un peu à aller faire des roues arrière dans les champs avec des copains, des trucs comme ça. Mais tu vois, c'était le quad un peu agricole, tu vois, c'était pas le truc sportif du tout. Et T'as grandi dans quel contexte? C'est quoi? C'est justement le champagne, le côté viticole? Ouais, c'est ça. En gros, mes parents, ils avaient une petite exploitation de vignes, tu vois. Donc, le quotidien, c'était ça. Sortir les tracteurs, aller travailler dehors. Donc, voilà. Ouais, j'ai grandi à la campagne, dans un petit patelin où il y a 200 habitants et il y a plus de terre que de bitume, en tout cas. Donc, pour ça, c'était bien le quad. Parce que du coup, j'allais rouler dans les champs, les trucs comme ça. Et du coup, la moto, ça a été un peu la suite logique, tu vois, de vouloir un peu évoluer, progresser, de passer sur un truc un peu plus compliqué. Et puis voilà, je suis tombée dans le stunt vraiment par drogue après, en commençant à faire des roues arrière et à vouloir progresser, ça s'est plus arrêté. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile de commencer à faire des roues arrière en quad? Parce qu'en fait, je t'avoue que quand tu m'as dit ça,
Pour moi, c'était pas le parcours entre guillemets logique. Genre, tu commences sur 2 roues et 4 roues, enfin, je me trompe peut-être, hein. Ouais. Mais 4 roues, ça me paraît plus compliqué à lever parce que plus lourd. Ouais. Bah, en fin de compte, moi, je trouve ça assez logique parce que ça fait un peu moto à roulette, tu vois. Genre, le truc assez stable, assez pâteau, mou, tu vois. Et du coup, bah, qui dit un truc qui a pas trop de puissance, bah, dit que ça pardonne vachement aussi. Donc, quand tu débutes, c'était quand même pas mal. Et puis, bah, ça m'a appris à vachement gérer l'équilibre en roue arrière sans avoir à gérer cet équilibre, tu vois, droite-gauche que t'as en moto. Donc, j'ai trouvé ça cool. Et bah, ça m'a grave aidé en moto et en même temps ça m'a pas aidé parce que justement il me manquait cet axe tu vois de côté que j'avais pas. J'ai vachement galéré là-dessus après en moto, mais au final non, ça a été une super bonne école. Donc là, en gros, tu commences à saigner YouTube, à regarder un peu comment tu peux reproduire tous les exploits que tu vois sur YouTube, et tu te fais un peu une bande de potes avec qui tu vas rider, ou c'est plutôt genre solo dans ton coin. Alors je commence YouTube dès que j'ai mon quad, c'est-à-dire que Ah ouais. tu peux trouver des vidéos de moi en 2006-2007. C'était mon premier réseau social, YouTube, où vraiment j'avais YouTube et Dailymotion. Ouais, parce qu'à l'époque c'était plus Dailymotion. Ouais. Ben justement, je savais pas lequel était mieux. Du coup, je postais un peu sur les deux, mais c'est vrai que j'ai plus de pépites sur Dailymotion qui traînent. Et du coup, ouais, j'ai direct commencé à poster. En fait, je regardais vachement ce qui se faisait. Hop, je faisais un peu des vidéos en mode, tu vois, je filmais mes meilleurs tricks et je faisais une compilation après avec une musique un peu rock des années 2000, tu vois. Genre Blink 182, des trucs comme ça, là. Dans les bonnes refs. Sum 41. Mais Voilà, ça. exactement. Ouais. Alors, je m'embêtais pas. Et puis, ouais. Mais donc là, du coup, à ce moment-là, tu ridais plutôt toute seule, ou tu t'étais fait des potes? J'imagine que, allez, c'est dans le cliché, mais c'était plus des mecs qui étaient intéressés par ça. En fait, au début, c'était vraiment mes potes de village. Tu vois, bah, déjà, pour me filmer, il me fallait quelqu'un. Et je pouvais surtout pas demander à mes parents parce que je le faisais en cachette, évidemment, vu que ça m'arrivait d'abîmer un peu le quad. En fait, tu l'abîmes pas beaucoup, c'est ça qui est bien, un quad. Tu vois, je grattais un peu l'arrière et tout, donc c'était jamais dramatique. Pas comme la moto où tout de suite ça a été dramatique. Mes premières chutes, je cassais des leviers, ça se voyait tout de suite que j'étais tombée et j'ai pas pu leur cacher longtemps. Mais en gros, ouais, c'était avec des copains du village, on filmait et après, forcément, j'ai cherché vraiment des gens sur des forums qui faisaient que ça dans ma région, etc. Et on faisait un peu pas des petits rassemblements, mais ouais, on se retrouvait le dimanche sur un parking un peu plus grand. On pratiquait tous ensemble et tout. Et ouais, du coup là, ça a commencé à être. J'ai commencé à rentrer un peu dans cette famille du stunt très, tu vois, très sur Internet et tout. Tous les gens que tu retrouves, peu importe où tu vas en France, sur un spot le dimanche, quoi. Et comment tu fais la transition de genre de 4 roues à 2 roues? Parce que là, de ce que tu me dis, notre 2006, t'as quoi? T'as 14 ans? Ouais, c'est ça. Parce que tu commences, donc t'as un 125 à partir de quel âge? De 16 ans? Ouais, j'ai eu le 125 un peu avant mes 16 ans. En fait, je l'ai eu, j'avais pas légalement le droit de rouler, mais comme ici c'est beaucoup la campagne, enfin voilà, il y a plein de chemins, c'est derrière la maison, quoi. Donc je l'ai eu un petit peu avant, quelques mois avant, je vais pas exagérer. Et ouais, c'était... C'était quoi que t'avais pris? Un 125 DT. X, donc le modèle Yam. super motard. Ouais, Yamaha. Et donc là, tu commences à rouler sur route aussi ou pas du tout? Ouais, en fait, quand j'avais pas le permis, non, j'évitais. Je restais vraiment près de la maison, mais le but c'était de passer le permis et de pouvoir rouler un peu sur la route. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup roulé sur la route parce que déjà mon lycée il était assez loin et je me suis vite rendu compte que j'étais un peu la motarde du dimanche qui aimait rouler que quand il fait beau et chaud et j'étais pas trop courageuse sous la pluie et dans le froid. Donc il y avait cet aspect-là, et en Champagne-Ardenne, on sait que le matin il fait quand même assez froid et le soleil c'est que l'été, quoi. Surtout qu'il pleut un petit peu là aujourd'hui, même oui. beaucoup. Sinon Voilà. on serait allé faire un petit tour. Voilà. Et puis j'ai eu un petit accident de la route, un gros accident de la route qui m'a complètement refroidi de ça. Pas pour aucune raison, ma moto elle a guidonné, sûrement pour un trou, un truc comme ça dans lequel j'ai dû rouler, et j'ai fait une chute mais monumentale, une glissade qui m'a paru interminable. Je me suis relevée, j'avais juste tous mes vêtements déchirés. Heureusement, j'avais genre toutes les protections, les blousons et tout, mais genre mon jean, j'avais un jean normal, il était déchiré. Je suis rentrée chez moi, je te jure, j'étais en slip, j'avais la jambe toute en sang et tout, c'était horrible. Ma moto a été toute grattée sur le côté, tu vois, elle a fait une glissade mais grave longue, mais j'ai eu trop de chance parce que j'étais genre entre des vignes, tu vois, ici les routes, et la moto elle est restée dans la ligne, tu vois, je me suis pas décalée sur le côté, j'ai eu trop de chance. Mais ça m'a trop refroidi de ouf, quoi. Ma moto, j'étais deg, il y avait trop de dégâts dessus. Je me suis fait peur de ouf et je me suis dit, la vache, tous les jours, limite, je vais faire des roues arrière. J'ai l'impression de prendre des risques et en fait,
c'est quand je vais limite au lycée sur la route que, en fin de compte, il est vraiment là le risque, quoi. Et du coup, ça m'a complètement refroidi de la route et bah les années, même jusque maintenant, si je vais sur la route, souvent c'est plus pour aller sur un spot que vraiment pour rouler, quoi. Donc à ce moment-là, tu te dis, genre, je vais faire que du stunt. Donc limite, ma moto, je vais la préparer full stunt, quoi. Ouais. Du coup, bah en plus, comme elle était défoncée, bah j'ai retiré tous les carénages, j'allais passer en mode un peu dépouillé. Donc bah plus possible d'aller sur la route. Yes, tu vois. Donc bah j'allais par un chemin là sur un mini spot qui est un peu plus loin. Et puis bah j'étais à fond dans le stunt, quoi, à partir de là. Donc là, c'est un peu genre l'obsession, quoi. Tu fais vraiment que ça, mais j'imagine que t'as aussi les études à côté. Ouais. Et là, tu peux plus trop le cacher à tes parents parce qu'ils ont dû voir que tu t'avais préparé la moto et tout. Bah justement, la question elle s'est posée justement après cet accident parce que bah ils ont été derrière moi pour me soutenir quand même. Et bah est-ce que je voulais arrêter la moto, et puis bah j'ai dit bah non, ce que je veux c'est vraiment voilà ma moto qu'elle ressemble à ça. Alors je leur ai montré une photo d'un mec en stunt avec une moto complètement dépouillée. Ils m'ont dit quoi? Et j'ai fait ouais, du coup bah non, vous inquiétez pas, la moto on la laisse comme ça, on va la réparer et puis je vais continuer à rouler mais pas sur la route, quoi. Mais ouais, c'était bizarre pour eux c'est pas un sport ou quoi, c'est vraiment c'est faire des roues arrière, tu vois, c'est un peu les petits délinquants de la route. Alors que non, c'était vraiment un truc de parking, c'était un vrai sport, mais c'est vraiment... Il y avait limite que la vision genre déplacement ou cross bitume, mais pas la vision stun, quoi. Ouais, voilà. Mais même maintenant, hein, demande à ma mère, tu verras, elle a pas l'impression que je travaille ou que je fais... Elle a toujours pas réussi à se dire que c'était une discipline, mais ouais, enfin, c'est... Elle s'y habituait, mais... Pour elle, demande-lui, ce sera toujours pas un sport ou un truc comme ça, tu vois, vu qu'il y a pas le championnat à la télé ou le truc comme ça, tu vois. Enfin, voilà. Et du coup, là, à ce moment-là, ton rêve, c'est de devenir pilote professionnel déjà? Ou tu veux faire des études, avoir un taf, on va dire, plus classique? C'est quoi un peu ta mentalité à ce moment-là? Bah alors, à ce moment-là, non, c'est vraiment de progresser là-dedans. À aucun moment, je me suis dit que je pourrais en vivre, en fait, ou faire un truc professionnel par rapport à ça. Parce que déjà, bah comme j'ai dit, l'exemple avec ma mère, c'est peu médiatisé, donc c'est un sport qu'on connaissait pas. Pour moi, c'était vraiment le truc, faire des vidéos sur YouTube, être dans le délire, tout ça. Et il y avait pas du tout, je savais même pas qu'on pouvait être doubleur pour le cinéma ou vivre en faisant que des shows de stunt. Je savais pas. Je savais qu'il y avait des gars qui faisaient des shows, mais quand je voyais que c'était des vrais spectacles, des trucs, je me suis dit mais je me vois pas faire ça en fait, tu vois, les trucs avec des flammes, les mecs tout en cuir qui font des burns à 200. Je me dis moi je fais pas ça. Je fais des petits ronds sur la roue arrière. On n'est pas du tout dans la même dimension. Et puis finalement de fil en aiguille, si. Je voulais te dire autre chose quand même. Parce que niveau études, je crois qu'au début, t'es parti plus sur on va dire, ta famille, les racines. T'as fait des études d'œnologie. Ouais. Mais genre, parce qu'en fait, ça a vraiment aucun rapport avec le stunt, pour le coup. C'est quoi? C'est juste que t'as ton bac et tu te dis, j'ai envie de poursuivre un peu l'héritage familial? Bah, en fait, j'étais un peu paumée, tu vois. Je suis sortie du lycée, j'étais pas une meuf qui galérait à l'école, franchement, j'étais plutôt forte un peu partout. Bah, j'ai eu un bac S, je l'ai eu bien. Mais dès que j'ai passé le bac, j'étais à fond dans la moto, mais encore une fois, j'étais paumée. Et justement, j'étais un peu aussi paumée par mes proches qui, sans le savoir, me disaient mais tu peux pas faire de la moto un métier. Enfin, ce que tu fais, faut que tu fasses autre chose. Du coup, j'ai un peu tout essayé, tu vois. L'informatique, ça me plaisait pas. Du coup, je me suis lancée dans le BTS Vigne et Vin, tu vois, viticulture œnologie, parce que c'était le truc familial, le truc de la région. Et je me suis plus dit au final, si je sais pas quoi faire, je peux faire ça. Ça me plaît en vrai de bosser dans les vignes, de faire des trucs comme ça, mais tu vois, j'ai pas la flamme comme me donne la moto, tu vois ce que je veux dire. Donc j'aime bien, mais c'est pas la passion de ouf de faire du champagne, des trucs, surtout que je bois pas de champagne, donc c'est compliqué. Alors que de l'essence, je vais te dire, j'en bois. Mais c'était complètement pas ça. Ouais, c'était ta roue de secours sans mauvais jeu de mots, genre juste au moins j'ai un truc, ça rassure les parents. Voilà, exactement. Bon, au final, je l'ai pas eu le BTS. Il y a pas de roue de secours en fait. Non, il y avait pas de roue de secours. Mais j'avais quand même de l'expérience, tu vois, j'ai quand même taffé dans des boîtes, j'ai fait pas mal de stages et puis je suis pas mauvaise là-dedans, tu vois. Je sais que si demain d'un coup j'ai une révélation ou en fait je travaille dans les vignes, je sais que je suis pas mauvaise là-dedans. Mais ce type de BTS, tu vois, c'est vraiment
par rapport au vin, c'est vraiment une culture générale de la fabrication du vin, des goûts et tout. Et ça, vraiment, ça m'intéressait pas du tout. J'étais plus, voilà, je suis plus une meuf qui est sur le terrain que dans ces trucs à goûter et tout. Non. À cracher dans le petit crachoir et tout, ça dégonflait. Ça. Donc là, tu finis pas ces études-là. Et t'as quoi, t'as 20 ans, je pense, quelque chose comme ça? Un truc comme ça, ouais. Tu continues toujours YouTube? Je continue vite fait YouTube parce qu'en fait, ça devenait peut-être pas plus dur, mais j'étais peut-être plus exigeante sur ce que je voulais montrer après sur YouTube. Donc je voulais vraiment, tu vois, filmer des gros tricks, faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus montées. Donc c'est des vidéos qu'on mettait franchement 1 an à faire à chaque fois. Donc on en postait une à l'année, qui faisait beaucoup de vues à chaque fois, qui était vraiment vue. Et c'est marrant, tu vois, on parle de ça et ça a découlé sur qu'on m'ait appelé par rapport au C'est film. Une vidéo qui a tout déclenché, c'est ça? C'est une vidéo qui a tout déclenché, ouais, qui s'appelle One Out of Billion Girls. Donc c'est très peu tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en même temps c'est malin parce que du coup tu sais que tu vas toucher un public international, quoi. Ouais. Il y a pas forcément de paroles, c'est vraiment que du tricks, donc c'était le but, tu vois, vraiment de faire des belles images, un beau son, un truc bien monté et puis de pouvoir toucher le monde entier. Et du coup, c'est ce que ça a marché. Et c'est marrant, c'est tombé vraiment l'année où j'ai raté mon BTS et où vraiment, là, t'imagines comment je me posais des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire de moi et tout. T'imagines ce qu'on disait de moi à cette époque-là. Du coup, la famille qui te met un peu la pression sans forcément... Oui, alors oui et non, parce que comme je te dis, j'aurais pu retomber dans tous les cas à bosser dans les vignes et puis voilà, faire un petit taf. J'étais pas une peine perdue non plus, mais en même temps, j'étais la meuf vraiment... qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Et comme quoi, j'ai un peu cru en mon truc, j'ai continué à fond la moto et ça a fini par tomber. Mais vraiment, je te dis ça, j'ai raté le BTS en juillet et en novembre, il m'appelait pour Avenger, quoi. C'était le premier film, quoi. Incroyable. Donc la vidéo elle buzz, elle fait plus d'1 million, c'est ça? Ouais. Et là, t'as des mecs qui t'appellent, mais ouais. Genre de Hollywood, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est quoi, quand j'ai posté cette vidéo, c'était genre en mars, donc un peu plus tôt dans l'année. Et du coup, j'étais encore à l'école. Et tu vois, je la montrais à tous les gens dans ma classe. Je disais, allez, faut liker, partager et tout. Et tu sais, ils se foutaient un peu de ma gueule. Ils me disaient, la meuf, elle croit qu'elle va faire 1 million avec sa vidéo et que ça va la faire décoller. Et en fait, je suis trop contente que ça ait trop marché, tu vois. C'est trop stylé. Ouais, je te jure. Mais comment ça se passe? Parce que tu vois, j'ai du mal à imaginer que quand Hollywood t'appelle, ils t'appellent comment, en fait? Ils ont des moyens totalement classiques, ils t'appellent sur ton fixe? Franchement, je sais pas comment ils ont fait parce que, tu vois, je te dis, YouTube, à ce moment-là, je sais même pas s'il y avait mon nom d'affiché ou peut-être qu'ils ont cherché le Zito, ils ont trouvé mon vrai nom, ils ont cherché, je ne sais pas. En tout cas, ils ont fini par appeler sur le téléphone de mes parents. Donc c'est même pas, j'aurais pu recevoir un email, un truc, mais non, ils ont appelé sur le fixe de mes parents. Je sais pas du tout comment ils ont réussi à trouver cette information. Puis c'est ouf. C'est trop ouf. D'ailleurs, tu sais, tu en as parlé tout à l'heure, mais le Zito, c'est quoi l'origine? Parce que sinon, je sais qu'on va oublier. Et les gens vont me dire, ouais, t'as pas parlé, en fait, de l'origine du surnom et tout. C'est quoi l'histoire qui est derrière? Alors, en fait, c'est juste quand j'étais toute petite, ma sœur, elle m'appelait Zito. En fait, j'étais un peu son petit animal, tu vois, sa petite victime, à qui elle faisait subir des choses et elle se moquait un peu de moi comme ça. Elle a 6 ans de plus que moi, hein, c'est pour dire que du coup, quand j'avais 6 ans, elle en avait 12. Le souffre-douleur, quoi. Voilà, c'était ça. Et du coup, je suis devenue le Zito. Normalement, c'est en 2 mots. C'est le Zito est un animal, tu vois, aquatique, qui se nourrit pleure de un petit peu tout le temps. Ouais, voilà, et qui sent mauvais, machin, tu vois, c'était ça. Ouais, finalement, t'as fait d'un petit traumatisme d'enfance un truc c'est rigolo. Ça, ouais, du coup, voilà, c'était un peu mon pseudo, un peu sur Internet, le Zito, machin. Et c'est resté. Voilà. Ça, c'était vraiment pour le petit passage, parce que je sais que sinon, on allait me poser des questions. Mais donc, attends. Donc là, t'as les producteurs d'Avengers qui t'appellent. Et ils te disent, en gros, on vous veut pour tel film en tant que cascadeuse. Mm. Toi, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis c'est une blague? Ou tout s'enchaîne très vite? Enfin, comment ça se passe? Ah oui, bien sûr, au début, tu te dis, mais c'est un gros scam, le truc, c'est pas possible du tout. Et en fait, si, parce que je sais pas comment le mail est devenu crédible, parce que du coup, après, je leur ai dit de communiquer avec moi par email, vu que je comprenais pas tout à fait ce qu'ils disaient. C'était en anglais, forcément. Ouais, en plus, c'est les Anglais de Grande-Bretagne, tu vois, c'est pas les Américains. Je comprends mieux l'Américain quand même à l'oreille. Les Anglais d'Angleterre, c'est très chaud, je trouve, avec leur accent très fort, ouais. Donc, ils ont continué par email, et puis, je crois, j'ai fait un premier aller à Londres, juste pour des essayages, faire connaissance, etc. Et puis, en fait, non, je me trompe, c'était pour... J'avais déjà fait un essai pour Fast and Furious. Et en fait, mais c'était juste un espèce de casting, tu vois. Il m'avait repéré pareil, mais ça n'avait pas abouti du tout. Ça, c'était avant qu'il t'appelle? C'était avant qu'il m'appelle. Donc, t'avais déjà fait... Là, c'était toi qui avais fait la démarche? Non, il m'avait contacté, je sais plus comment.
Ils avaient réussi à me contacter et j'étais partie à Londres faire un essayage pour Fast and Furious. J'avais essayé la moto, mais à la fin de la journée, ils m'ont dit bon bah désolé, le scénario a changé, il faut que tu rentres chez toi. Merde. Ouais, mais ça veut dire que déjà ils t'avaient un peu dans entre guillemets dans leur base de données en mode ils t'avaient repéré quoi. J'étais repéré, ouais. Et en fait, c'est le même coordinateur de Fast and Furious qui m'a du coup qui a rappelé mes parents quoi. Mais voilà. Enfin, en vrai voilà. Okay. Mais c'était pas la première fois en tout cas que j'allais à Londres pour faire des essayages. C'était du coup ma deuxième fois. Donc là tu pars à Londres tranquille, ouais, je connais, c'est la routine machin. Ouais, bah non, pas tout à fait. Du coup, c'est genre cette fois, qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Donc ouais, je suis juste allée faire des essayages une journée. Je suis rentrée chez moi. Après, ils ont planifié, tu vois, une semaine pour essayer la moto, etc., et ainsi de suite. Et voilà. Quand tu dis essayer la moto, c'est ils te demandent de faire des figures. Comment ça se passe quoi? Alors déjà. La moto, j'ai dû aller l'essayer à Las Vegas. Donc en fait, j'ai fait Londres pour des essayages et on est parti à Las Vegas quelques jours. Ça a été très rapide juste pour essayer la moto au siège de Harley, tu vois. Harley. Ah mais tu parles de la Harley Livewire, la moto électrique, ouais. Qui était pas encore sortie à l'époque. Ouais, on parlait même pas encore d'elle à l'époque. Elle était vraiment en projet, c'était un peu secret et tout. Et non, vraiment quand on est allé à Las Vegas, je l'ai juste essayé sur 2 roues, j'ai roulé avec. J'ai dit ok. C'est une moto cool et ils ont dit oui avec quelques setups tu vois c'est genre ils branchent une clé USB là sur la Livewire et puis ils peuvent faire les cartos trop facilement. Ils m'ont dit ce sera facile à setup pour le stunt donc trop cool et puis voilà ça allait très vite. Je crois que je suis resté 2 jours histoire de se remettre du jet lag et encore et puis on est rentré à Londres. Mais je sais pas, t'avais déjà voyagé aux États-Unis et t'étais déjà parti là-bas. Genre c'est pas un peu la folie entre guillemets quand tu t'habitais en Champagne toute ta vie et là tu te retrouves à Londres, après tu pars à Las Vegas, je crois que t'étais passé par Phoenix même. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est n'importe quoi, enfin. Ouais, c'est complètement n'importe quoi. Bah oui, non là j'étais en mode vraiment qu'est-ce qui m'arrive quoi. En plus du coup, je suis partie qu'avec le coordinateur. Donc le coordinateur, c'est un peu un monsieur qui pèse dans le game quand même, il a fait des centaines de films, c'était quelqu'un qui était vachement connu, vachement sollicité à ce moment-là et vraiment il m'avait pris sous son aile pour partir faire ce truc et c'était ouf quoi. Donc là tu essayes la moto, tu kiffes l'électrique parce que c'est la première moto électrique en plus. C'est la première fois que je conduisais une électrique. Non, c'était bizarre quand même. Je vais pas dire je kiffais parce que c'était trop étrange et je me disais même vas-y, je vais jamais rien arriver à faire avec cette moto, c'est complètement trop bizarre, c'est trop on-off et tout. Il y a trop de trucs à régler. Et puis, j'ai pas le choix parce que c'est la moto qu'ils veulent pour le film. Donc, en fait, j'ai vite découvert que de dire je vais pas y arriver, tu peux pas le dire quand tu fais un film. Tu dois dire, je vais y arriver. Je vais trouver comment y arriver. Voilà. Parce qu'en fait, ils te laissent pas trop le choix quand ils ont décidé qu'ils veulent ce modèle, ce truc, ce lieu. Enfin, voilà. Et puis, je sais pas, j'ai attendu peut-être 3-4 semaines, le temps qu'ils envoient la moto en Angleterre. Et après, on a fait tous les entraînements. Ça a duré peut-être 1 mois, après d'aller en Angleterre, d'essayer la moto, la régler, etc. Ça a pris un petit peu de temps. Et puis par contre une fois réglée, elle était trop bien la moto en fait. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire typiquement s'ils avaient pas été satisfaits de ce que t'avais fait aux États-Unis, ils t'auraient dit les essayages, ciao bye, on arrête. Ouais, ils auraient pu. Après, à l'époque c'était déjà compliqué vu ce qu'ils demandaient dans le film. Donc ils demandaient du drift, beaucoup de trucs techniques, les wheeling, les stoppies et tout. Même sur internet, sur les réseaux et tout, on voyait pas de filles vraiment faire ça. Il y avait déjà plein de filles qui faisaient tout ce qui est wheeling, du freeride. Donc le freeride c'est sur la route, tu vois, les grosses roues arrière, les trucs comme ça. Mais en stunt technique, il y en avait déjà pas, donc ils avaient pas vraiment le choix en fait si vraiment ils voulaient garder une femme. Enfin, j'étais le profil. Et donc là, c'était pour doubler quelle actrice à ce moment-là? Pour doubler Scarlett. Ouais, Scarlett Johansson. Ouais. Donc ouais, tu commences t'attaques direct sur de la grosse production Avengers en même temps, c'est grave. la folie. Ouais. Et du coup là, tu fais les essayages à Londres. Et là, en gros, concrètement, ils te disent, on veut telle figure, telle chose, et tu dois le reproduire le plus rapidement possible, c'est ça? Ouais. Après, j'avais quand même du temps. C'était cool parce que de toute façon, ils avaient prévu grave de marge. Ils étaient pas sûrs que la moto allait fonctionner correctement. Il y avait quand même beaucoup de techniciens sur place pour aider. On avait un bon spot et tout, mais finalement c'est allé assez vite le temps que je m'habitue un peu à la moto, que je trouve à cette époque j'étais encore difficile, tu vois, et que il me fallait tel pneu, telle pression. Maintenant j'ai arrêté tout ce chiquet, mais avant tu me changeais un bar dans mon pneu, j'étais perdu complet quoi. Je savais plus conduire une moto. Donc là j'ai fait mes petits caprices, mes petits trucs et ils ont fait tout ce que je voulais, la moto c'est allé nickel en fait. Et t'avais pas trop la pression le fait d'être sur un plateau, enfin là t'es pas encore en plateau mais il y a quand même beaucoup de gens autour de toi. Ouais. Ça t'a pas mis une petite dose de pression au début? Franchement, je crois c'était tellement
ouf dès le départ que j'ai pas réalisé en fait, tu vois. Je me suis dit du coup c'est comme ça les films et c'est tout. Et non, en vrai, il y avait beaucoup de monde, mais après quand je m'entraînais, souvent il y avait un ou deux gars, tu vois, j'ai quand même pu m'entraîner un peu dans mon intimité, tu vois, tomber sans me ridiculiser devant tout le monde et tout. Et non, une fois que par contre le tournage, il y a grave de monde. Mais souvent t'es déjà entraîné pour faire le truc, donc ça va. J'étais quand même à peu près sûr de moi le jour du tournage. Et le passage sur les grosses motos, tu l'avais déjà fait toi à titre perso, tu roulais déjà plus sur une 125. T'avais déjà passé Ouais, en 2000, c'était quand, en 2012, 13 du coup. Ouais, j'étais déjà sur les 636 mais les vieux modèles quoi. J'étais déjà là-dessus, ouais. Et donc là, le tournage, il se passe à Londres aussi ou vous bougez non, du coup, tous les entraînements c'est à Londres et le tournage final c'est en Corée du Sud, à Séoul. Ok. Ouais. Donc pleine ville. Pleine ville, ouais. Tu vois, la gamine de campagne, je me retrouve la seule française là-bas. Bon bah ouais. Et surtout que là t'as plus j'ai envie de dire le côté, si je comprends bien, le côté un peu confort de l'entraînement où t'es justement, tu disais, tu peux te casser la gueule tout dans ton coin entre guillemets. Là c'est genre faut tout faire one shot. Ouais, tout faire one shot, mais le plus chiant c'est que t'as pas le temps de te chauffer avant, de chauffer la moto ou les pneus. Donc à Séoul, on était au mois de mars, il faisait frais quand même le matin, les tournages ça commence assez tôt, souvent ils veulent le lever du soleil, des trucs comme ça. Donc ouais, le plus dur c'était ça, de partir avec les pneus froids et tout, et ouais, ça m'a joué des tours, mais ça va, ça n'a pas été dangereux ou quoi, mais ouais, en tout cas j'ai vite appris que rouler avec une moto froide, faut faire attention. En fait, c'est la capacité à s'adapter rapidement qui te demande, en fait. C'est Ouais, ça c'est une des qualités principales à avoir si t'es cascadeur, c'est savoir t'adapter en quelques secondes. Et là, dans ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que quand ils ont vraiment besoin de toi, ils te sont un peu aux petits soins, genre ils vont monter un peu une star entre guillemets. Ouais. Et dès que ça y est, je sais pas, je dis une bêtise, t'as une scène qui est coupée. Ouais. C'est ciao bye quoi. Ah, c'est exactement ça, ouais. Mais c'est exactement ça, mais en pire que ce que tu viens de dire. C'est vraiment, t'es vraiment la star. Tu peux demander tout ce que tu veux tant qu'ils ont besoin de toi. Et puis ouais, si le scénario change et tout, c'est juste merci, au revoir, et puis va-t'en quoi. Ah, et tu passes d'une déesse à une ressource quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, c'est chou. C'est après, c'est le business qui est comme ça. Et comment ça évolue pour toi, parce que là, donc tu fais ton premier film. C'est un film qui a fait énormément d'entrées et tout, même si j'imagine que ça n'a pas un impact direct sur toi. Tu commences à faire de la compète aussi en parallèle. C'est comment tu te dis quoi, je vais en faire mon métier? Alors je me suis pas tout de suite dit que je vais en faire mon métier, parce que c'était un projet qui a duré 2 mois, et je me suis dit j'ai attendu toute ma vie, il y a que maintenant que ça arrive, donc est-ce que ça va être régulier ou pas? Du coup je pensais pas. Et finalement, oui, avec les vidéos, de faire ce film, ça a quand même vachement fait parler de moi sur les journaux, les médias, les trucs comme ça. J'ai fait un peu des émissions, je sais plus c'est W9, M6, des trucs comme ça. C'était cool. Et du coup, ça m'a amené à faire des shows, tu vois, des démos pour des salons, des trucs comme ça. Ça a été l'année où j'ai commencé à en faire beaucoup. Et puis ça m'a permis de survivre, on va dire, dans la discipline. Je bossais encore un peu la semaine, tu vois, dans les vignes et trucs comme ça quoi. Mais c'était je me suis pas dit tout de suite, même à ce moment-là, je me disais pas je vais tout arrêter, je vais faire que de la moto, c'est beaucoup trop risqué financièrement. Trop précaire, tu veux dire? Ouais, il y a pas assez de trucs sûrs pour que j'arrête tout quoi. Est-ce que c'était payé, comment c'est payé à la journée de tournage? Ouais, c'est payé à la journée, plus t'as des primes quand tu fais un truc un peu dangereux, tu vois, quand t'as pris des risques et tout. Après, c'est bien payé, hein. Je vais te dire, une journée de tournage, en France, c'est un petit peu moins, mais en gros, à Londres, t'es à 650 € par jour. Donc, c'est la base, ça. Vraiment, que tu mettes un pied dans le studio et que tu restes 10 minutes, t'as gagné 650 €. À l'inverse, si tu restes 10 heures sur place et que t'as rien fait ou que t'as roulé à mort, c'est payé pareil aussi. Ça peut être une super bonne affaire ou une affaire de ouais, merde. Voilà, c'est ça. Mais après, ça, c'est cool, on fait quand même ce qu'on aime, donc je trouve que ça va. Et puis dès que, tu fais un truc un peu risqué, les stoppies, les winnings, surtout là, sur les prods américaines, ils sont très généreux sur les primes, donc j'ai fait 2 très bons mois, où j'ai dû gagner, allez, je vais te dire, peut-être 30 000 € en 2 mois. Juste en travaillant avec Avenger, entre évidemment les primes, les essais, les trucs, j'ai eu beaucoup de primes, c'était bien.
Mais C'est trop cool. ouais, mais du coup, c'est pas bien parce qu'ils m'ont habitué à ça et les autres prods qui t'en donnent moins, t'es vite frustré. Après, tu te dis putain, là quand même, j'ai fait un wheeling, ils auraient pu un peu. Mais ouais, c'était cool, ouais. Du coup, t'imagines à 20 ans, tu gagnes 30 000 € en 2 mois. Je me sentais plus pissée, quoi. Je me suis acheté une moto, des vélos, j'ai acheté trop de trucs et tout. Et après, je me suis calmée. Je me suis dit, mais quand même, je vais peut-être pas faire ça tous les mois, donc ouais, je me suis vite calmée quand même. C'est surtout qu'en plus, t'as pas la sensation de te dire que tu travailles vu que tu fais quelque chose que tu kiffes, même s'il y a des aspects qui sont relous, j'imagine. Mais Ouais. est-ce que t'as pas eu cette espèce de syndrome dans le sens où tu voyais pas ça comme un métier à la base, de te dire mais putain mais comment je peux gagner de l'argent en faisant un truc que je Mais kiffe. grave. Mais même maintenant, je me dis, mais j'ai pas l'impression de travailler. Je fais de la moto, ça veut dire je me lève le matin, je pose le cul sur ma moto. Et c'est un travail, mais je me rends pas compte du tout, en fait. Et non, bah c'est ça qui est bien. Enfin, je me dis tant mieux, au moins j'y vais, je suis contente d'y aller sans me poser la question de je peux gagner 100 € ou rien ou 600 €. Pour moi, c'est aussi bien de le faire, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi, parce que là on est en 2014, quelque chose comme ça. Ouais. Tu commences à faire de la compète de stunt. Oui. Parce que c'est quoi? Pourquoi tu cherches à faire de la compète à la base? T'avais besoin un peu d'une validation du milieu, montrer que tu es certes une des seules femmes, si ce n'est la seule femme à le faire, et que tu peux en gros défoncer des mecs, quoi. Ouais, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait qu'il y ait jamais de femmes sur les compètes. Je me disais, mais waouh, à ce point, quoi, il y en a tellement pas qu'il y en a pas dans les compètes, en fait. Il y en a même pas une qui va faire 70e qui sera juste venue faire une roue arrière, parce qu'il y en a des meufs qui font du stunt, des roues arrière, mais elles vont pas dans les compètes. Et je me dis, c'est ouf. Il y a un public dans les compètes de stunt, il y a un vrai public en plus, il y a vraiment beaucoup de monde et tout, et je veux dire, tout ce qu'ils voient, c'est que des gars qui roulent, alors que c'est pas vrai. Donc j'y suis allée surtout pour ça à la base, pour dire il y a quand même une meuf, il y en a plusieurs, mais j'aurais espéré qu'on soit plus à la compète. Bon, à chaque fois j'étais toute seule, mais en tout cas je me suis dit c'est pas possible d'avoir une compète et qu'il y ait pas de filles. Donc il y avait ça. Et oui, après l'aspect oui, j'ai botté le cul de pas mal de gars qui avaient un peu les boules de se voir derrière moi. Bon ça c'est un bonus, mais c'est vrai qu'à la base c'était vraiment pour montrer que les nanas sont là, quoi. Et il y avait quand même l'esprit bon enfant, ou tu sais forcément la moto, l'auto, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est quand même des milieux vachement machos. Ouais, non, le stunt franchement c'est vachement bon enfant. Il y a très peu de personnes qui se prennent au sérieux, et souvent ceux qui se prennent au sérieux ils sont pas dans la team stunt, tu vois. On n'en veut pas aux soirées. Mais en vrai non, c'est vraiment une petite niche, et enfin peu importe, c'est même mondial, tu vois, peu importe le pays où tu vas, c'est la famille, et il y a même les compètes, c'est pas sérieux, quoi. Il y a aussi forcément les 2-3 premiers, évidemment, ils en vivent vraiment, ils ont vraiment un sponsor derrière qui leur donne un billet pour l'année, donc ils essayent quand même de faire la première place, sinon ils vont pas beaucoup manger autre chose que des patates. Mais ouais. Et est-ce que t'as l'impression que ça a donné envie à d'autres femmes derrière de se lancer, ou malheureusement genre le mouvement a pas pris plus que ça, quoi? Alors ça fait 10 ans que j'espère que ça donne envie aux femmes de se lancer, et ça fait 10 ans que j'en vois pas d'autres ni dans les compètes, ni vraiment évoluer au côté technique, tu vois. Après, il pourrait ne pas y en avoir en compète et qui quand même qu'on voit un peu sur Insta faire des trucs et tout. Il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est ouf, quoi, que ça ait du mal à décoller comme ça. Ils y mettent pas autant d'acharnement que toi tu peux y mettre, quoi. Après je me dis, j'ai peut-être été tellement enragée quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite j'étais vraiment enragée de ça. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire du quad et tout, tu vois, je reviens à ça. J'ai un journal intime que j'ai retrouvé quand j'étais petite, et je te l'ai pas dit cette anecdote. Non, tu me l'as pas dit. Et en fait c'est parce que mes parents ils étaient un peu réticents à ça, tu vois. Ils ont eu le quad, mais tu vois c'était le quad de viticole, donc c'était pas vraiment pour moi, tu vois ce que je veux dire. C'était un quad, je peux en faire, mais c'est pas le mien. Puis tu pouvais entre guillemets l'abîmer parce que c'était un outil de travail, quoi. C'était pas le quad qui avait vocation à être beau. Ouais, mais quand même, tu vois, ça fait, tu vois, il était pas pourri non plus, tu vois. Ils l'ont acheté neuf et tout, c'était le truc. Ouais, ils y tenaient, quoi. C'était un peu cramé que je ferais de l'arrière. Enfin bref, je voulais pas aller là, tu vois. C'était juste, j'étais tellement enragée de ça que j'ai écrit dans un truc un jour je serai la meilleure stunteuse du monde. Et je sais pas, peut-être d'avoir écrit ça, je me suis mis un truc dans la tête et tout, et je me suis saignée à ça, je sais pas, mais en tout cas, j'avais 13 ans quand j'ai écrit ça. Donc j'avais pas encore de machine pour rouler, je la voulais tellement que mes parents me faisaient attendre pour ça, me disaient non, ils avaient raison, en même temps, j'étais jeune. Mais en tout cas, je sais pas, ça m'a donné la rage de ouf. Et après, peut-être que, voilà, je veux dire, c'est
peut-être ça qui m'a propulsée, tandis que il y a beaucoup de filles que je vois maintenant, elles ont 25, 30 ans. Je veux dire, maintenant, je sais que moi, j'ai grave peur, tu vois, si je me mets à prendre le skate, un truc comme ça, je vais pas progresser autant que si j'avais commencé à 14 ans ou à 10 ans, quoi. Est-ce que t'as l'insouciance, tu veux dire, quand t'es plus jeune, qui fait que? Ouais, je pense que le fait que j'ai appris vraiment toutes les bases très très jeune, j'ai peut-être vraiment construit un truc solide qui m'a fait évoluer sur les gros cubes, les trucs comme ça, quoi. Que commencer avec une 600 quand t'as pas d'expérience ou peu, et tu te mets à faire des roues arrière avec un truc que tu sais que si tu fais 1 millimètre de trop, c'est ta vie qui est en jeu après. Enfin, c'est quand même ça fait un peu peur, quoi. Je peux comprendre. Mais ouais, je me dis c'est peut-être ça qui m'a aidé, quoi. En tout cas. Et quand tu commences à ultra performer en compète de stunt, tu deviens même championne du monde de stunt, est-ce que t'as repensé à la phrase que t'avais écrite dans ton journal intime ou tu t'en souvenais pas du tout? Je m'en souvenais pas du tout. Je te jure, je l'ai retrouvée il y a peut-être 4-5 ans, cette note. Donc c'est pour dire, ça fait 10 ans que je fais des compètes. Et je me suis dit, oh, c'est ouf quand même, quoi, de voir ça et de dire, j'avais vraiment envie, quoi. Putain, c'est dingue. Et donc là, tu commences à alterner ton quotidien. C'est quoi? C'est genre compète, show de stunt, cinéma. T'es rappelé assez rapidement pour d'autres films ou pas? Alors les films, je crois ça a attendu 1 an quand même avant que j'en fasse un deuxième. Donc tu vois, c'est ce que j'avais quand même raison un peu de me méfier du truc. Mais à côté, j'ai fait tellement de démos que ça allait. J'ai quand même fait une bonne année assez cool. Et je crois c'est en 2014 que vraiment je fais allez vas-y, je crée ma société et je fais que ça, quoi. Du coup 2014, voilà, je commence un peu à démarcher à droite à gauche. Je fais des shows et c'est 2014, ouais, c'est en 2015 que j'ai repris les films, ouais, c'est ça. Donc là, en fait, t'appuies sur le bouton et tu dis, ok, ça y est, maintenant je veux être pro, quoi. Genre, je veux plus faire autre chose de ma vie. Ouais, j'étais là maintenant, c'est maintenant ou jamais, quoi. Le raisin, c'est terminé, quoi. Le raisin, c'est fini. Lâchez-moi la grappe. Lol. On coupera. Celle-là, on la laissera à Valentin. La honte, Charlotte. Et donc, le film que tu fais après, c'est quoi? T'enchaînes avec quoi? C'est Inferno. Ok. Avec Tom Hanks, qu'on a tourné pareil, enfin non, pas pareil, on l'a tourné en Italie. Mais c'était encore très long, je suis restée pareil 1 mois à Londres, 1 mois en Italie. C'était encore un taf de 2 mois, qui était moins fou, parce que au final, il y a eu pas beaucoup de stunt moto dedans, c'est plus du riding, un peu de trucs techniques, mais pas, voilà. Mais voilà, ça faisait un truc en plus du travail, quoi. Parce qu'en fait, ce que tu m'as expliqué aussi, qui je trouve vachement intéressant, c'est que t'avais entre guillemets un monopole par rapport à d'autres cascadeurs. C'est que t'es la seule femme à le faire. Et donc tu peux doubler et les femmes et les petits gabarits, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que c'est plus facile de me donner du volume qu'à l'inverse, un homme, tu peux pas trop lui réduire son volume pour qu'il double une femme, oui. Du coup, c'est un très très gros avantage. Et du coup, c'est pour ça que t'as redoublé Scarlett Johansson, même si je fais une petite ellipse dans le temps, plus tard, là, en 2019, c'est ça, je crois? Oui, c'est ça. Avec Black Widow. Black Widow, c'est ça? Ouais. Qui t'a valu une petite chambrette de sa part, je crois. Ouais, c'est ça. Déjà, j'étais trop contente de la rencontrer, tu vois. Après, c'est vrai qu'elle m'a pas raté en me disant qu'elle se souvenait de moi qui l'avais doublé dans Avenger et de la perruque que j'avais, du coup, à ce moment-là, qui est, oui, ça m'allait pas du tout. Mais elle l'a dit gentiment. Et elle était désolée pour moi. Avec un petit sourire en coin, quoi. Genre. Ouais, voilà. C'est le seul truc qu'elle m'a dit, en fait. Voilà. Ah, c'était le seul voilà. dialogue que vous avez. Super la rencontre. La conversation qui a duré 1 minute. Voilà. Et encore 1 minute. Pour me faire tacler. Merci Scarlett. Voilà. C'est adorable. Et donc là, ça y est, tu commences à avoir une petite stabilité, les films, les shows de stunt. YouTube, tu disais que tu publiais pas beaucoup? Non, j'ai commencé à publier un peu plus en 2018. Ok. Mais j'ai commencé tranquillement, tu vois. Et on va dire, c'est plus en 2020 que là, je me suis mis à un rythme régulier, 1 à 2 vidéos par semaine, tout ça. Et voilà. Parce que juste pour resituer, genre en 2018, t'as quoi? T'as 100 000 abonnés, quelque chose comme ça? Un peu moins? Ouais. Ouais, peut-être, je crois que c'est plus tard que j'ai eu 100 000, ça doit être en 2019. J'ai mis du temps quand même, hein, parce que je postais des vidéos qui faisaient beaucoup de vues, mais c'était pas des vidéos qui poussaient les gens à s'abonner, tu vois, comme je te dis, j'en faisais 1 par an, un truc comme ça. Donc, vu que c'était pas régulier, forcément. Et, 2019, je crois, j'ai passé les 100 000 et ça a été, j'ai ramé un peu, hein. Enfin, c'est pas que j'ai ramé, mais tu vois, je postais, c'est que je m'en fous tellement un peu, tu vois, on fait des vidéos comme ça, je sais pas, voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que tu rencontres Lucien, donc Thierry Vigneau-Boiserie.
Oui, c'est ça. Qu'on salue tous les deux d'ailleurs. En 2019, ouais, grave. Et je me rappelle, en plus, on était un peu pareil, tu vois, sur YouTube. On n'était pas loin des 100 000 tous les deux à ce moment-là, à cette rencontre. Et comment ça se fait la rencontre? Parce que tu vois, je me suis toujours dit, genre, vous avez échangé sur Insta, enfin, comment ça s'est fait l'accroche? Franchement, même pas. Bah, moi, j'ai commencé à regarder ses vidéos et je me suis dit, ouais, c'est quoi ce ouf, quoi. Enfin, avec ces vidéos gitanerie, ça me faisait trop rire. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à lui mettre un commentaire et tout. Puis, de fil en aiguille, je sais pas comment on a parlé. Mais en tout cas, on s'est dit, vas-y, viens, on fait une session cross. Il m'a invité. Je suis venu. Et puis voilà, je sais pas, le courant est trop bien passé, mais direct, quoi. C'est fou. Parce qu'il n'y a pas une histoire sur le fait que vous ayez le même nom et qui a fait connecter le... Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, en fait, qui m'a un peu intrigué avec lui. C'est, je me suis dit, putain, ouais, on a le même nom de famille, mais pas écrit pareil, en fait. Enfin, du coup, qui sont pas vraiment nos noms de famille. Et phonétiquement, tu veux dire? Ouais, voilà, ouais. C'est trop drôle. Et donc là, ça fait l'accroche et vous allez rouler. Mm. En plus, c'est l'époque où j'imagine, même j'en suis sûr, ça roulait casque jet, basket, aucune protection. À peu près ça, ouais. Et puis, vous avez jamais fait vraiment, entre guillemets, du cross, quoi. Vous avez fait du cross bitume, mais pas vraiment de cross. On a fait, on a essayé, on va dire, on a essayé de faire du cross. Ça s'est pas passé comme on l'imaginait. On s'imaginait être peut-être plus fort que ce qu'on était en réalité. Mais non, ça nous a fait, enfin moi en tout cas, ça m'a fait une initiation de ouf. J'ai trouvé ça grave dur la première fois. Je me suis dit comment c'est possible que je sois si nul en cross. Et du coup, bah, ça m'a fait acheter une moto et m'y mettre un peu plus. Et puis, ouais, en fin de compte, je me rends compte quand je vois Lulu, c'est surtout sur les terrains de cross maintenant. Parce que, ouais, c'est un peu les retrouvailles de se faire une petite session, un truc comme ça. Et après, il y a eu tout le délire, mais ça, c'est bien plus tard, où il a commencé à t'appeler sa Bah, femme, et etc. tout. Ouais. Ça, c'est vraiment arrivé bien après, en fait. Ouais, c'est arrivé, bah, un an après, un truc comme ça, on a commencé à se fréquenter un peu plus. Et du coup, ouais, les gens commençaient à un peu mettre des commentaires, ils sont en couple, machin, et on en a joué. Donc, ouais, ils m'appelaient Baé, bébé, ma femme, c'était Team drôle. premier degré, quoi. Ouais, voilà, c'était drôle, tu vois, on était mignons. Et puis, ouais, du coup, les gens, ouais, se sont posés des questions. Mais, ouais. Par rapport la différence, t'es entre, en fait, ton taf, j'ai l'impression, c'est aussi d'apprendre des tricks en permanence. Enfin, peut-être moins maintenant, parce que t'as quand même une gamme énorme, mais est-ce que tu dirais que le fait de passer un tricks, quand tu l'as bossé pendant, je te dis une bêtise, peut-être des semaines, voire des mois, est-ce que c'est aussi kiffant que, genre, faire une compète, faire un résultat qui te va bien? C'est des sensations qui sont similaires, ou réussir une cascade dans un film? Après, c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais je trouve que mon ressenti, ça a rien à voir. Je préfère largement passer un tricks grave dur et être trop satisfaite de mon travail qu'une compétition. C'est tellement une pression, un truc qui me bloque, qu'une fois que je l'ai fini, c'est plus un soulagement, tu vois. Il y en a un, c'est une satisfaction, je suis vraiment trop contente de moi, et l'autre, je suis contente de moi, mais soulagée que, genre, ça y est, c'est passé, c'est fini, tu vois. J'aurais pu à vivre ça. Donc, non, ouais, c'est pas du tout les mêmes feelings. Après, c'est vraiment, c'est mon caractère qui est comme ça, de pas du tout aimer la compète, devoir faire au mieux et tout. Enfin, je trouve ça un peu nul. Mais après, bon, c'est tout, les compètes existent. Mais je suis plus, à rouler sans me prendre la tête, à vraiment faire au mieux, faire ce que les gens veulent voir, ça suffit. Et puis voilà. Bah, typiquement, une compète, c'est pas là où tu vas prendre du plaisir vraiment à rouler, quoi. Moi, je la subis vraiment, la compète. Vraiment, je suis dans un état, tu me verras jamais comme ça avant une compète, je suis plus moi-même, quoi. C'est alors qu'il y a rien, quoi. Je vais faire un truc, je vais faire des tricks que je connais et tout, mais je sais pas, c'est le principe de ça, qu'il y a des juges, ils vont me noter sur des trucs, faut pas que je me rate, je sais pas, c'est j'arrive pas à adhérer avec ce truc, quoi. Alors que tu l'as pas du tout, genre par exemple sur un tournage où t'as, je sais pas, je te dis une bêtise, peut-être 40 personnes qui te regardent, qui sont en train de te scruter quand tu fais ta figure. Ouais, non, pas du tout. Le tournage, déjà, ça va être un shot de quelques secondes, donc je sais que je vais partir, j'ai mon truc à faire et c'est fini. Et si c'est raté, je recommence, etc. Tu vois. La compète, bon bah t'as one shot et faut tout réussir pendant 3 minutes sans faire d'erreur et sans, je sais pas, mais en vrai il y a rien, mais je me mets une pression de ouf avec ça, quoi. C'est ouf. C'est pour ça que t'en fais plus trop là en ce moment? Bah j'en fais plus trop déjà parce qu'il y en a plus trop. Ouais. Il y en avait une en République tchèque qui s'est arrêtée l'année dernière, je crois. Et puis oui, ça m'attire pas plus que ça vraiment. Comme je te dis, je me fais plus du mal qu'autre chose à en faire. Et après, ce qui est vraiment cool, c'est que de voir que c'est quand même un vrai sport et qu'il y a quand même des athlètes de ouf et ça reste une belle compétition à chaque fois de
de regarder en tout cas les meilleurs se battre et tout. Enfin, voilà. Bon, ça c'est un autre truc. On revient un peu, tu sais, sur les légendes, en tout cas, les personnes, je pense que toi, t'admirais, moi aussi, d'ailleurs, plus jeune. Je pense à Serge Nuc, qui est passé d'ailleurs sur ce podcast, vous salue aussi. Comment ça s'est fait? Parce que je sais que vous avez fait une vidéo fit, mais quand t'admires quelqu'un, est-ce que t'avais un peu cette appréhension d'aller le voir, comment vous êtes rencontrés? Ouais, j'étais trop stressée la première fois que je l'ai vu. C'était ouf. En fait, moi, déjà, j'étais trop fan de lui, de toutes ses vidéos avec Motojournal, toutes ces vidéos de ouf, comment il pilotait et tout, je trouvais ça dingue. Et la première fois que je l'ai vu, c'était sur une journée avec Yamaha. Ah, parce qu'il est ambassadeur, ouais. Ouais, il faisait des stages de piste, tu vois, il était coach et tout. Et j'ai vu qu'il était là, j'ai fait c'est pas possible quoi, il y a Serge Nuc, j'ai dit à Charlotte, je fais qu'est-ce que je fais, faut que j'aille lui parler, mais je sais pas quoi lui dire quoi. C'est Charlotte qui t'a poussé en fait. Ouais, c'est Charlotte qui m'a complètement poussé, tu sais, comme quand t'es à l'école, tu kiffes trop quelqu'un mais t'oses pas aller le voir, c'était exactement ça, genre salut, je te kiffe mais je sais pas quoi te dire. J'étais exactement dans cet état-là. Et du coup, c'était trop drôle et on a fait connaissance là, de ouf. Et bon, il m'a aidé parce que il savait quoi dire quand il m'a rencontré, donc ça m'a vachement soutenu. Ouais, je pense qu'il doit avoir l'habitude de ce genre d'avoir des fans relous, ouais, peut-être. Mais non, mais justement des gens qui tétanisent un peu parce que je pense d'ailleurs s'il écoute ça sera marrant, mais je pense qu'il s'en rend pas compte qu'il a de par tout ce qu'il a fait, de par la sympathie qu'il a, ouais. Qu'il a une aura de ouf quoi. Mais grave. Ouais, mais grave. Et il en joue pas en plus, donc ça le rend encore plus, je trouve, impressionnant en fait. Ouais, c'est clair. Non, et puis je sais pas, c'est trop un personnage, il est trop drôle, c'est trop agréable d'être avec Serge quoi. Du coup non ouais, on a fait connaissance là, puis après ouais, ça a découlé forcément sur les sessions avec lui, roulage dans le sable, dans la forêt, partout. Enfin, c'est trop bien quoi. Il me manque Serge. Tu le manques Serge. C'est vrai qu'on allait faire un petit stage chez lui là, les stages qu'il fait l'été là, il fait des trucs de fou. Ouais, vas-y. Ça va être trop marrant. Ouais, vas-y grave. Tu parlais de Charlotte d'ailleurs qui est juste à côté. On est avec vous depuis quelques heures maintenant. J'ai l'impression que vous êtes un peu tic et tac quoi. Ouais, on nous dit souvent ça. Comment ça s'est passé la rencontre, parce que vous êtes un peu inséparables dans le travail, dans tout. Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre en fait entre la moto, ton taf, tout ça? Bah, on s'est jamais posé la question en fait. C'est toujours fait vachement naturellement. Et je sais pas, on s'entend tellement bien. Tout est tellement bien avec Charlotte. Non, mais je sais pas, juste on se prend pas la tête. Après, oui, elle est rentrée dans ma vie. Ma vie, c'était la moto, les trucs comme ça. Et puis, c'est un peu devenu la petite femme de l'ombre qui gère le truc derrière. Et tu vois, c'est mon pilier aussi qui m'aide à un peu faire tenir tout ça debout. Donc, ouais, je sais pas, c'était la petite, comment on dit là, la petite merveille qui est arrivée. Et ouais, c'est ça, tic et tac. Il y a jamais Sarah sans Charlotte maintenant. Oui, puisque je trouve super cool, tu vois, et j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, pourtant je trouve ça trop bien. C'est que vous avez réussi dans un milieu, on en parlait tout à l'heure, un peu, enfin grave, macho même. Genre en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Le fait que, enfin, c'est un schéma familial qui est différent. Genre, bon, même si la France évolue, il y a encore de l'évolution à faire, il y a du travail à faire encore. Oui. Genre, vous avez jamais eu ce genre de, tu sais, de réaction totalement inappropriée, ou de gens qui vous ont un peu attaqué en frontal par rapport à ça, tu vois? Franchement, je sais pas si c'est nous qui attirons que des personnes bienveillantes autour de nous, mais je pense que oui, ça y fait. Mais non, en tout cas, on n'a jamais eu de haters ou de personnes. En tout cas, s'il y a des haters, ils vont pas viser ce côté-là, tu vois. Il y en a toujours, comme tout le monde en a, quelques-uns. Mais non, franchement, ça a toujours été bien reçu et normal. Enfin, en fait, c'est tellement normal et genre, tu vois, c'est parce que là, tu me le dis que j'y pense, en fait. Sinon, vraiment, j'y pensais pas et tellement, ouais, je sais pas, il y a jamais rien eu de... Je pense que c'est surtout la manière dont aussi vous êtes tellement naturel et vous le vivez tellement bien que la manière dont ça transparaît, en fait. Genre, tu te poses pas la question. Moi, je te l'ai posé parce que forcément, c'est quelque chose d'atypique et je trouve ça intéressant. Ouais, grave. Non, mais tu vois, c'est bien que tu demandes, justement, je me rends compte que, bah ouais, non, tout est normal, quoi. Il y a pas de... Justement, c'est pas normal de dire que c'est pas normal. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire. Et en plus, j'ai l'impression que dans votre relation, genre, Charlotte, elle te pousse un petit peu dans tes retranchements.
Ouais, Genre, elle te sort de ta zone de confort un peu. C'est ça, elle me décoince, me sort le balai du cul, tu vois. je me pousse à faire des trucs. Non, mais c'est bien. J'ai fait plein de choses grâce à Charlotte, ça c'est sûr. Mais c'est dommage, tu vois, quand tu me dis qu'il y a pas encore de femmes qui ont vraiment, genre, commencé à pratiquer la moto à haut niveau, sur du niveau, enfin, sur le stunt ou sur d'autres pratiques d'ailleurs, hein. Enfin, même si je pense qu'en cross, tu commences à en voir pas mal. Il manque encore un petit ingrédient. T'as une idée de ce qui pourrait débloquer le truc? Parce que je trouve quand même que vous êtes un super exemple, tu vois. Ouais. Peut-être plus d'écoles, de formations, de trucs comme ça pour les motiver à faire ça en sécurité. Je sais pas, franchement. En vrai, je sais pas c'est quoi la peur dans le truc. J'imagine qu'il y a de la peur. Je vois que ça. Sinon, il y en aurait forcément beaucoup plus qui le feraient si ça faisait pas peur, que c'était parce qu'en vrai c'est pas plus dur qu'un autre sport, c'est comme tout, faut s'entraîner, faut le faire bien et puis ça va, mais je sais pas. Tu sais, on dit souvent que les mecs ils ont une espérance de vie plus mince que les nanas parce qu'ils sont câblés différemment, mais je sais pas si c'est vraiment ça sincèrement, tu vois, si t'as une appréhension du risque qui est différente, encore une fois tu généralises, mais d'une femme par rapport à un homme. Ouais. Je sais pas. Moi je pense que ça y joue quand même, ouais. Ce truc bah tu vois, comme je te disais, maintenant je ferais moins la ouf que je l'ai fait il y a 15 ans. Bah, peut-être qu'il y a 15 ans, mon corps, il était pas fait pour faire un enfant et qu'il s'en foutait un peu, tu vois. Peut-être que maintenant, bah, je sais pas, inconsciemment, je fais gaffe. Puis je sais que mon corps est plus fragile aussi. Je sais que si demain, je prends un crash à je sais pas combien, je vais peut-être moins bien m'en remettre qu'il y a 10 ans ou 15 ans quand j'ai commencé. Mais je sais pas si le câblage est différent, en effet, mais... Peut-être que ça joue. Après, voilà, c'est ma théorie. Je sais pas si c'est. L'âge, c'est sûr que ça joue, c'est évident. Mais ouais, putain, c'est une question qui va me rester en tête. Ouais. Après, une femme entre 15 et 25 ans, pour moi, enfin, si ça peut, je sais pas si ça peut jouer en vrai. Tu vois, j'en ai pas les mots pour répondre à cette question. Ouais, mais j'ai pas de réponse en tête du tout. Tu vois, c'est juste une question qui me venait comme ça, mais. Et par rapport aux marques, là, donc du coup, tu développes un peu enfin là, ça y est, t'as bien développé les différents pans de ton activité. Très vite, les marques, elles t'ont suivi de manière facile, ou pareil, t'as eu des petites réticences en mode une femme dans la moto, machin, est-ce que ça va le faire, machin? Alors, le fait que je sois une femme, non, ça n'a jamais été... Au contraire, ça m'a plus mis en avant qu'autre chose. Tu vois, ce contraste, c'est la petite nana sur une grosse moto. Par contre, c'est le stunt en lui-même qui pose un souci, mais qui a vraiment une image particulière aux yeux des marques, des pros. Tu vois, ça reste vraiment, comme on disait, le truc, si tu connais pas trop, ça fait un peu le truc de délinquant, les roues arrière, les burns. Tu vois, il y a cette image qui colle à la discipline que on essaie maintenant d'écarter, mais ça lui colle à la peau et ça, on n'y peut rien, quoi. Du coup, trouver des sponsors, oui, j'ai démarché quand j'étais plus jeune. Mais ça a toujours été mais c'est le truc, vous cassez les motos, tu vois, on a toujours cette image. Bon, c'est vrai, on casse des motos, mais voilà, c'est un sport quand même, quoi. Et on a été sauvés par les réseaux sociaux qui nous mettent grave en avant. Maintenant, on a une vraie communauté, des trucs comme ça. C'est plus simple maintenant, mais c'est vrai qu'au début, c'était chaud, quoi, de trouver des marques qui font confiance, même pour les meilleurs, quoi. Les Red Bull, les trucs comme ça, ils ont mis du temps à sponsoriser des stunters, quoi. Et j'imagine que les marques de moto aussi, elles ont du mal à se placer parce que foncièrement, tu vas les abîmer. Ouais. C'est ton métier, quoi. Enfin, c'est pas ton métier d'abîmer les motos, mais pour faire ce que tu veux faire, il y aura de la casse. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'imagine que quand tu t'apprends un tricks, tu passes limite plus de temps à réparer la moto qu'à essayer de faire ton... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un gros problème, ça, de casser, de passer trop de temps. Je passe trop de temps à réparer, ça m'énerve. Mais c'est obligatoire. Mais ouais, il y a des figures. Là, il y en a une que j'ai laissé tomber parce que vraiment, je cassais tout le temps ma moto et c'était une figure un peu trop dangereuse. Même pour moi, je me faisais un peu de mal. J'ai toujours pas réussi à la passer. Je m'y remettrai peut-être cette année, si la météo le permet, un jour. Là, ça va être compliqué. Je pense qu'on n'osera pas te demander de nous faire une démo de stun parce que là, ça va être un petit peu compliqué, là, je pense. Mais oui, en tout cas, il y a des figures qui font souffrir, ça c'est clair. La mécanique, tout. Et c'est pour ça que du coup, par exemple, t'as pas une sponsor avec une marque de moto parce que trop compliqué d'obtenir et peut-être aussi le fait de rouler que avec une même marque. C'est un peu relou. Ouais, j'ai eu des contrats avec Kawasaki la première fois, donc ça c'était un truc de ouf pour moi, quoi. Kawasaki qui m'ont offert une magnifique 636 en 2015, je crois. C'est celle-ci ? Non, c'est pas celle-ci. C'est celle qui est dans le coin là-bas, ouais, okay. que j'ai toujours.
que j'avais revendue puis rachetée. Enfin bref, c'était un truc de fou. Ouais, voilà, vraiment, c'était la mienne. Et puis après, c'était une période un peu con parce que du coup, j'ai roulé avec cette moto. Mais oui, le fait d'être bloqué avec une marque, de pouvoir mettre en avant que cette marque, de pas pouvoir faire une OP pour Suzuki, manquer certaines OP, ça m'a un peu mis une épine dans le pied en fin de compte plus qu'autre chose, alors que au final une moto, faut voir ça comme un investissement maintenant et puis c'est tout. J'avais eu aussi une année avec BMW, tu vois, eux qui m'ont donné une opportunité de fou, c'était de pouvoir faire du stunt avec une S1000R. Donc la street, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment un monstre cette moto. 160 chevaux, je crois, si je me souviens bien. Ouais, c'était un truc de fou. Vraiment cette moto, je sais même pas comment j'ai réussi à la dompter comme ça. Enfin, genre on a dû passer un peu de temps à la régler, mais en tout cas c'était ouf. Mais toujours ce handicap, voilà, d'être bloqué avec la marque et c'était chiant. Enfin, je pourrais, mais je pense qu'il faudrait me payer très très cher pour que je roule que avec une marque maintenant, plutôt que moi je préfère vraiment acheter ce que je veux et faire ce que je veux. Même tu vois pouvoir mettre l'esthétique que je veux, tu vois, les couleurs que je veux. Il y a certaines marques qui t'imposent, tu vois, BMW, ils imposaient que ce soit telle image, tel truc, machin. Donc c'est bien, ça fait pro, mais si ça me ressemble pas, je trouve ça pas ouf, quoi. Puis même, je pense par rapport à ton taf de cascadeuse, si tu roulais que sur la même moto tout le temps, tu perdrais peut-être l'habitude de changer de passer d'une moto à l'autre et donc de t'adapter super vite. Ouais. Pour tu le disais tout à l'heure, c'est la base du métier, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est important de rouler avec un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc faut être polyvalent, pouvoir rouler avec des monocylindres, des 4 cylindres, tout. Ou lever des Goldwing, quoi. Ou lever des Goldwing, voilà. Maintenant, je sais que je peux. C'était incroyable, c'est pour la petite histoire, c'est la dernière vidéo que t'as sortie. C'est n'importe quoi. Tu l'as bien levé en plus. J'ai bien levé. J'étais limité à cause des pots qui frottaient, sinon j'aurais bien fait un beau Y avec. Tu peux faire un beau Y. Ça me fait penser, tu sais, aux États-Unis quand avec les grosses Harley, tu sais, les gros bobbers là. Ouais. Les mecs ils te les lèvent comme des. Ouais, il y a des Harley qui lèvent, mais apparemment c'est pas la même Harley qu'ils m'ont donné. Pareil dans la vidéo là, ils m'ont donné une Harley, elle était complètement trop grosse. C'est impossible. Là, c'était vraiment. Alors, je sais pas, il aurait fallu des gens derrière. Elles sont préparées à la mort aux États-Unis, je crois. Ouais, mais je vois souvent des trucs sur Insta de gars en Harley qui lèvent. Ça a l'air tellement facile. Mais je sais pas, j'ai peut-être pas les bonnes Harley. Faudra qu'on t'en confie une bonne, celle qui lève bien, quoi. Pour revenir au cinéma, après là, plus récemment, t'as joué dans Batman, je crois. Oui. Je t'ai pas montré, mais en gros, j'ai un tatouage de Batman sur le bras. Ah ouais, tu m'as pas montré. Je suis un passionné de Batman. Trop bien. Et je crois que là, il t'est arrivé, donc t'as doublé Zoé Kravitz, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et t'es arrivé une petite anecdote au début, non? Ouais, tout au début du film. Enfin, au début des entraînements. Parce que je suis allé essayer la moto, que c'était une BM, un truc qu'ils ont customisé pour le film. Bref, je suis arrivé sur une journée, du coup, il y avait les mécanos, les motos, les trucs. Et je vais voir un gars, je lui dis alors, t'as essayé? Je voyais qu'il, tu vois, il était habillé, il avait un casque à la main et tout. Il me fait non, j'ai pas le permis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, on est sur une piste et pourquoi il me dit qu'il a pas le permis? Et je lui dis ah ouais, t'es venu pourquoi? Et il me dit je dois essayer la moto, mais j'ai pas le permis. Je fais qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, j'ai su après que c'était Robert Pattinson à qui je venais de parler. Donc tout simplement l'acteur qui jouait Batman. En fait. Ouais, l'acteur principal de Batman, et je l'avais pas reconnu. J'ai une très mauvaise culture cinématographique et très mauvaise reconnaissance faciale. Et tu penses que lui, il a capté que tu t'avais pas capté, ou juste il était un peu paniqué devant la moto, je sais il comprenait pas trop ce qui lui arrivait? Franchement, je sais pas. Non, je pense que ouais, il a dû voir que, ou soit il s'est dit cette meuf, elle s'en fout vraiment, elle est à l'ouest et elle sait pas là, soit elle s'en fout et c'est cool. Il y a quand même pas mal de cascades où vous êtes sans casque, donc full risque. Oui. Et il y a même une fois en fait où on t'a demandé de faire une cascade de fou, je crois. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je sais pas quel film c'est, mais c'était, j'imagine, il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Oui, j'ai eu une fois où on m'a vraiment demandé. En fait, c'est pas on m'a vraiment demandé, c'est que ils se sont pas pris de la bonne façon pour me faire le truc. C'est-à-dire que tout allait bien, je faisais la cascade, j'avais des équipements machin, et plus on avançait dans le temps, dans l'approche du shooting final, et plus ils me faisaient retirer le casque, mettre des masques à la place, des trucs, tu vois, des autres trucs quoi, des trucs qui protégeaient pas du tout. Et sauf que quand tu me le dis le jour du tournage et que je passe de combien coûte cette cascade à combien coûte ma vie, c'est pas la même réflexion du coup que tu te fais. Donc oui, ouais, c'est un jour où j'ai senti un vrai danger et j'ai dit là, va falloir trouver une solution quoi. Tu leur as dit quoi concrètement?
Bah, j'ai demandé beaucoup d'argent. Et du coup, comme ils avaient plus trop le choix parce que quand je les ai mis un peu, tu vois, devant. Au pied du mur, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, ils ont pas eu le choix et on a dû négocier vraiment quelques minutes avant que j'aille faire la cascade, quoi. Donc, après, c'est aussi de leur faute, quoi. J'ai envie de dire, tu m'aurais dit dès le début que ça allait être archi dangereux ce que je vais faire au point de que je me sente vraiment en danger dessus, bah, on aurait pu y réfléchir avant, mais là. D'autant plus que tu aurais pu aussi leur dire, en fait, les gars, je la fais pas, tout court. Ouais, j'aurais pu dire, bah là, je rentre chez moi et je veux pas faire ça, quoi. Trouver quelqu'un d'autre qui risquera sa vie à ma place. C'était quoi concrètement la cascade en termes de, pour comprendre un petit peu, genre, le fait que t'aies pas de casque, a priori, t'étais entre guillemets habitué. Ouais. Et donc là, en fait, ils te rajoutent des éléments de stress supplémentaires et de non-sécurité, ouais. Comme si de rien n'était, quoi. En fait, ouais, les mecs, ils se rendent même pas compte, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont, en fait, les films, le problème, c'est qu'ils sont tellement habitués à voir des gens, tu vois, à leurs pieds, qui sont prêts à tout, que il y a plus personne qui dit oh là, stop, là, ça va être dangereux. Il y a personne qui dit ça tellement ils sont tous à se battre pour savoir qui fera cette cascade, quoi. Ils sont... Je veux dire, s'il y en a un qui part, en fait, il y en a 10 qui attendent derrière. C'est ça, exactement. Okay. Et même du coup, s'il y en a un qui arrive un truc grave, bah c'est suivant, tout simplement. Donc ils ont pas l'habitude que quelqu'un d'un coup leur dise là non, en fait, là on parle d'une vie et pas d'une cascade. Donc ils étaient pas prêts. Mais oui, c'était en gros c'était bad girl, tu vois. Ok. Et donc là, ça s'est bien passé, heureusement. Ça s'est très bien passé, mais t'as pris un gros billet. J'ai pris un bon billet pour au final un film qui sortira pas, qui est dommage. Mais ouais, en même temps, je suis aussi contente. J'ai l'impression de faire avancer un peu les choses dans le monde des films pour ça, tu vois, complètement en dehors de ma discipline, mais là d'encourager à ce qu'ils fassent plus attention aux cascadeurs, qui les reconnaissent mieux, qui se disent que quand même c'est des humains derrière et qu'à un moment on n'est pas des merdes, quoi. Donc je pense que il manque de se prendre des réflexions comme ça. Ils en ont pas assez, je pense. Mais surtout que j'ai l'impression que tu vois, il y a un peu une dualité parce que tu m'as dit que récemment il y a une cascadeuse qui est décédée, une qui a été amputée, donc on parle de trucs super chauds. Ouais. Et à côté de ça, sans cracher dans la soupe ou quoi que ce soit, t'as des acteurs qui prennent des sommes de fous. Ouais. Je dis pas que c'est comparable parce que c'est deux métiers différents, mais eux ils prennent moins de risques, sauf les acteurs cascadeurs, mais c'est quand même assez rare a priori. Et donc tu te dis finalement, toi tu prends des sommes qui sont, même si on parle pas que d'argent, mais qui sont assez ridicules par rapport à des gens qui risquent moins leur vie et qui gagnent beaucoup plus. Ouais, bah ouais, c'est ça qui me rend dingue aussi, c'est que l'acteur, oui, c'est très bien ce qu'il fait, mais à un moment, oui, le budget, enfin si forcément il y en a un qui prend 30 millions et l'autre qui prend 300, il y a un problème, quoi. Donc, oui. Et t'as l'impression que ça évolue un petit peu là-dessus J'ai l'impression que ça a vraiment du mal à évoluer. Comme je te dis, j'ai l'impression qu'il manque vraiment de gens, qui leur disent là non. Enfin, vraiment, quand il y a un truc risqué, il faudrait que ce soit à sa juste valeur, que les gens soient rémunérés, quoi. Surtout que ça revient un peu à ce que tu disais au début, le fait que genre c'est un peu un monde entre guillemets faux. Oui. C'est-à-dire quand on a besoin de toi, c'est super. Ouais. Ah puis si t'es pas content, tu vois, dans le cas où ils ont le choix des cascadeurs, comme on disait, ils vont dire suivant, quoi. Il y en a bien un autre qui voudra le faire avec ce que je lui propose. Et ça, c'est tout. Hein. Ouais, toi, t'as la chance limite en fait justement d'être un peu en dehors du cadre parce que tu disais pour les petits gabarits et pour les femmes, c'est forcément toi en fait. Ouais. Ouais, après aussi, moi, je peux être autant contente de rester chez moi aussi que d'aller faire le film. Et ça, c'est bien, tu vois. Il y en a, c'est pareil. Vraiment, si c'est leur gagne-pain, ils ont que ça pour vivre. Je peux comprendre qu'ils soient prêts à faire des trucs. Mais je trouve qu'il y a une limite, quoi. À un moment, faut te faire respecter aussi dans ton truc. Si t'es sérieux, que tu travailles bien et tout, il n'y a pas de raison qu'on te manque de respect à ce niveau-là. C'est un manque de respect de te prendre pour une merde et de te dire, vas-y, lui, on s'en fout, qu'il aille crever dans sa cascade et qu'on le laisse. Enfin, à un moment, c'est ça, quoi. Et là, sur les tournages un peu que t'as fait récemment, t'as tourné sur quoi? Parce que, pour la petite histoire, en tout cas, on avait réfléchi à faire le podcast sur un des tournages. Ouais. Là, en ce moment, j'ai fait The Walking Dead. Un truc, pas des trucs de ouf, mais saison des trucs... 46, je crois. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai arrêté à la saison 5, je crois. Mais oui, c'était cool. Et ouais, on aurait pu faire cette interview sur un spot incroyable. Mais Walking Dead, on fait énormément de décors de ouf.
Et j'ai trouvé ça choquant. J'ai filmé plein de choses que malheureusement je peux pas montrer avant que la saison soit sortie, mais je le sortirai du coup dans quelques temps. Mais en gros, il y a des décors de malades, mais genre vraiment des hangars, des trucs de ouf qui sont là que pour une journée. Tu te dis, les mecs, ils ont passé 1 mois à faire ça, c'est pas possible, quoi. Il y a des vrais bâtiments, des trucs comme ça, et dès que l'épisode est terminé, ils détruisent tout. Donc là, tu les as appelés pour leur demander si on pouvait tourner, et ils t'ont dit, mais c'est détruit depuis bien longtemps. Ouais, non, on va le détruire là demain, donc non, c'est pas possible. Putain, c'est ouf. Et ils cherchent même pas, genre, à, je sais pas, le convertir en autre chose derrière. Non, je crois ils ont pas le droit. Il y a une histoire. En plus, les trucs, tu vois, c'est vraiment un décor. C'est pas, tu vois, le hangar, c'est pas un truc que tu vas pouvoir garder. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ces 3 bouts de bois qui forment une cabane, quoi. Et ouais. Et ou alors il y avait une histoire aussi à Fontainebleau que tu vois, faut le déclarer pour le décor, quoi. Tu vois, quand tu construis un truc nouveau. Et du coup là, c'était des trucs vraiment pour le film, quoi. Ouais, je me dis qu'au niveau administratif, ça doit être bien rigolo. Ouais. Ah ouais, je pense, ouais. Surtout en France, on a bien rigolé. Ouais, ouais, non, en plus, je te jure, ils ont pas le temps, c'est ouf. C'est vraiment, ils ont un planning, tel jour c'est ça, et ils s'en foutent d'avoir du retard. S'ils ont pas pu le faire, tant pis, ils font pas la scène, ils se débrouillent autrement, quoi. Ils ont pas le temps. C'est ouf. Bon, en tout cas, saison 5, quand elle sortira, quand tu regardes des scènes de moto, ce sera toi, quoi. Ouais, saison 5, je sais pas, ça doit être plus saison 9. Saison 9. En vrai, j'en sais rien du tout. Ouais, quand tu verras Carole en moto, ouais, c'est moi. C'est stylé. Je vais peut-être regarder juste pour ça, alors. Ouais, c'est vrai, merci, c'est cool. Là, maintenant, niveau équilibre entre, genre, YouTube, tu parlais des partenaires avec des marques. Là, maintenant, t'as vraiment une vraie stabilité. Il y a des marques qui t'accompagnent. Et est-ce que YouTube, enfin, j'ai l'impression que tu sors des vidéos quand t'as envie de sortir des vidéos, en fait. Tu te prends pas trop la tête? Non, ouais, ça a toujours été mon moteur de me dire, je me prends pas la tête. Si demain, on n'a pas envie de faire de vidéos, on n'en fait pas. Et si demain, on a envie de charbonner, d'en faire 3 dans la journée, on le fait. Vraiment, on suit ce qu'on a envie de faire. Après, on essaie d'être assez régulière. Mais tu vois, là, on était parti 6 mois à La Réunion. Franchement, on avait envie de kiffer, de profiter, d'être en famille, de faire... de profiter un peu de notre vie. On a profité, puis on s'est dit, ça repartira quand ça repartira, quoi. On se met pas la pression, quoi. Le jour où vraiment je me mets la pression avec ça, tu vois, ça va pas le faire, hein. C'est simple. C'est même pas je vais arrêter, je pourrais pas parce que je me connais. Si je kiffe pas faire un truc, ça marche pas du tout, moi. Surtout qu'en plus, j'ai appris, ça j'avoue que j'étais étonné, que c'est vous qui faites vraiment le montage. Oui. Et il serait pas temps de déléguer un petit peu genre le montage pour vous laisser plus de temps Ouais, on cherche un monteur activement en ce moment. Si tu es monteur dans la région de Reims, mais en fait c'est ça le problème, on cherche quelqu'un sur place. On cherche quelqu'un pas loin pour pouvoir pouvoir se passer des fichiers si besoin, être là, tu vois, pas galérer avec quelqu'un à distance. Tu vois, s'il y a des problèmes de communication, c'est compliqué, quoi, des fois. Ouais, bien sûr. Donc là, YouTube, c'est un peu entre guillemets quand t'as envie. Il y a aussi les réseaux qui tournent, j'imagine. Oui. C'est encore Charlotte qui monte tout ce qui est... Ouais, tout ce qui est TikTok, Snapchat, Twitter. Maintenant, j'ai vu qu'elle s'est mise à poster sur Twitter, mais c'est ouf. Mais il y a du monde partout, quoi, aussi. C'est ouf, ça. Ouais, d'essayer d'être le plus global possible. Oui. Et à côté de ça, des marques qui t'accompagnent un petit peu, genre peut-être pour faire des shows et tout, c'est ça? Oui, on a principalement Dafimoto, tu vois, avec Scorpion, Michelin. C'est vraiment les 3 marques principales qui nous suivent. Et ouais, c'est surtout de la communication qu'on fait pour eux, tu vois, on les aide à les mettre en avant sur les réseaux. Et ouais, on est là pour les événements. Donc en gros, nos journées abonnées, on les fait pendant les shows. Donc les gens viennent nous voir dans telle ou telle ville. On a un petit calendrier de tournée en France, quoi. Et c'est ouf, hein. Au moins on peut rencontrer les gens, et puis eux, ils ont du monde qui viennent dans les magasins, et ça fait vraiment un truc donnant-donnant pour tout le monde, et ça fait plaisir aussi de pouvoir rencontrer les gens, les trucs comme ça. Parce que genre, je reçois 1 million de demandes de gens qui veulent venir me voir pendant les entraînements, et je dis que c'est pas possible pendant les entraînements parce que justement, je m'entraîne et j'aime bien être tranquille. J'aime beaucoup être tranquille. Donc vraiment faire un show, c'est vraiment l'occasion d'être avec tout le monde, quoi. Et là, par rapport à tout ce que t'as fait un peu dans la moto, dans le stunt, dans la cascade, dans le cinéma, t'as encore des rêves? Ou est-ce que tu dirais que toutes ces choses-là, c'était pas forcément des rêves, ça arrivait un petit peu par hasard? Et il y a d'autres projets qui tiennent à cœur, des choses que t'as envie de faire là, dans le futur? Dans le monde de la moto, en vrai, là, si ça continue comme ça, j'ai envie de dire, je continue mon rêve. Et ouais, j'ai des rêves. J'ai fait une petite liste à l'univers, tu vois, mais je vais pas vous la dire, sinon ça va pas marcher, tu vois. C'est comme, tu vois, faire un souhait, tu vois, tu le dis pas, quoi. C'est sûr. Mais ouais, bien sûr, j'ai des projets là-dedans, j'ai d'autres projets à côté dans ma vie aussi.
Et puis ouais, tant que j'ai envie de faire des trucs que je kiffe, voilà, tout simplement. Voilà, je peux pas tout te dire après, Yann, je peux pas te dévoiler tous mes secrets maintenant. C'est que c'est un peu justement le principe de Dans la boîte à gants, c'est que j'aime bien les soutirer les secrets, mais t'as raison, faut en garder sous le coude. Ouais. Tu sais, pour finir ce podcast, j'ai une petite question traditionnelle, mais tu l'as déjà entendu parce que t'as écouté l'épisode avec Serge Nuc. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça soit forcément pour la moto, donc professionnellement, personnellement, enfin sur tous les aspects. Bah, souhaitez-moi que ma liste à l'univers arrive et juste envoyez-moi plein d'amour et je suis contente, moi. C'est tout ce que je veux, de l'amour. C'est la meilleure conclusion possible. Ouais, et des graines aussi. J'aime les graines à planter. Ah oui, ça c'est plus. Alors, juste, on va préciser ce que c'est comme graine parce que sinon après les gens vont s'imaginer qu'on part sur des substances illégales, ça tout y ça. est, tout de suite. Bah oui, non mais il faut qu'on dise. Ouais. C'est plus pour faire de la permaculture, c'est ça? Ouais, j'aime planter des fruits et des légumes. Ah, mais là aussi, après, ils vont se... Ça, c'est chiant. Ouais. Ouais, mais ça, finalement, est-ce que c'est pas un peu, c'est la boucle qui est bouclée? Tu reviens sur le côté viticole, le côté vachement. Ouais, c'est vrai. Je agricole. reviens un peu à mes racines de cette Ouais, en façon-là. plus, tu dis à tes racines, waouh, tu fais des jeux de mots derrière. Incroyable. Je suis trop forte. Ah ouais, c'est un vrai talent. Et faire pousser des fraises, des pommes, des trucs, je kiffe trop. Voilà. C'est bien. Ça met des arbres sur mon spot parce que aujourd'hui on devait faire la vidéo sur mon spot de moto. T'aurais vu? C'est un paradis et je suis en train de tout reforester et tout. Et du coup, c'est trop cool. C'est qu'on a vraiment pas de bol, nous. Ouais. On a un temps mais abominable. Ouais. On ne peut rien voir. J'espère qu'on n'entend pas la pluie dans le micro là. Non, sûr que non. Sûr que non. Moi, Sarah, je pense que tu vas continuer d'inspirer encore beaucoup de gens. Ben, j'espère. Parce que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as un parcours ultra inspirant. Merci Yann. Et vraiment, c'est fou. Merci Sarah pour ce moment. Merci à toi. À bientôt. À plus. Ciao. Ciao.